Bonjour. Dans ce bref exposé, nous allons distinguer les différents types de variables qu'on utilise en épidémiologie. Dans cette discipline, on appelle variable une caractéristique commune à tous les individus, à tous les sujets qui constituent la population d'études, mais dont la valeur, dont la qualité, est variable selon chaque individu. Par exemple, si on mesure la taille d'une série d'êtres humains, la caractéristique commune c'est la taille, tout le monde a une taille, mais sa mesure est différente selon les individus. On dit donc que la taille est une variable. La couleur des yeux est une variable, elle est différente d'un individu à l'autre, même si plusieurs individus peuvent présenter la même couleur d'yeux. Si on considère le statut malade-non malade, là encore, il s'agit d'une caractéristique commune à tous les individus dont certains sont malades, d'autres sains. Là encore, il s'agit d'une variable, même si elle ne présente que deux modalités. Alors, les variables ne sont pas limitées aux critères physiques, un individu peut également se caractériser par des critères familiaux, par exemple, le nombre de frères et sœurs, des critères sociaux comme son niveau d'études, sa nationalité, des critères économiques comme posséder ou non une machine à laver, etc. Le nombre de variables possibles est illimité. Vous voyez que nous avons appelé variables des caractéristiques qui étaient de nature très différente. Certaines, comme la taille, le poids ou la fratrie, s'expriment par un nombre. D'autres s'expriment par une qualité, par un état, être satisfait ou mécontent, avoir l'œil marron, noir ou bleu. Donc en épidémiologie, mais aussi de façon très générale en statistique, il existe deux grands groupes de variables, les variables dites quantitatives, qui se mesurent par une valeur chiffrée, et les variables dites qualitatives, qui se constatent par la présence ou l'absence de telle ou telle modalité de la caractéristique étudiée. Alors voyons d'abord les variables quantitatives. Par exemple la taille, ici 172, exprimée en centimètres, qu'on a pris pour unité. Alors vous voyez tout de suite que ces variables qui s'expriment par des nombres ont pour principal intérêt de pouvoir être exploitées mathématiquement. Si je dispose de trois chiffres de taille, je peux les additionner, ce qui me donne la somme de toutes les valeurs chez les sujets de mon étude. Je peux diviser ce nombre par le nombre de sujets, ce qui nous donnera une moyenne. Il y a encore bien d'autres opérations qu'on peut effectuer. Alors, il y a deux sortes de variables quantitatives. Regardons de près une série d'individus pour lesquels nous avons mesuré une variable, ici le poids exprimé en kilos. Il s'agit bien d'une variable quantitative, mais on peut lui ajouter une propriété supplémentaire. Vous remarquez qu'entre certaines limites pour un être humain, disons entre 2 kg et 200 kg, on peut observer n'importe quelle valeur. La précision ici va jusqu'à la centaine de grammes, mais avec une balance plus précise, on aurait pu aller jusqu'au gramme. Donc, si on mesure une très grande quantité d'individus, nous obtiendrons une très grande quantité de valeurs différentes, valeurs s'échelonnant de façon continue, depuis la plus petite jusqu'à la plus grande. On dit que nous avons affaire ici à une variable quantitative continue qui peut prendre n'importe quelle valeur dans la gamme étudiée. La seule limite à ce continuum est la précision de la mesure. Donc le petit logo en gradient de gris vous illustre ce concept de continuité. Ici, à notre série d'individus, j'ai rajouté une seconde variable, le nombre de frères et sœurs. Alors, il s'agit bien d'une variable quantitative qui s'exprime par un nombre, mais à la différence de la précédente, ce nombre ne peut prendre que des valeurs entières. On ne possède pas 1,3 frères ni 1,7 sœurs. Nous avons donc affaire à une variable quantitative qu'on appelle discrète, mot un peu pédant, qui veut dire discontinue. Alors je vous ai illustré ce concept de variable discrète par ce petit logo en forme de fleur qui ne peut présenter qu'un nombre entier de pétales. Alors passons maintenant au second grand groupe de variables, les variables qualitatives. Alors elles ne s'expriment pas par des valeurs numériques, mais par des qualités qu'on peut répartir en classes ou en catégories. On les appelle aussi variables catégorielles. Par exemple, la variable groupe sanguin du système ABO ne peut s'exprimer que par 4 valeurs, 4 modalités, 4 classes, 4 catégories. Tous ces mots sont équivalents. Alors, on ne peut pas exploiter mathématiquement ces valeurs. On ne peut pas additionner les valeurs A plus B plus O. La seule chose qu'on peut faire pour analyser ces données, c'est de compter, de dénombrer les effectifs de sujets présents dans chaque classe. Alors reprenons notre série d'individus et examinons une nouvelle variable, la forme clinique de la maladie dont ils souffrent. Alors certains présentent une forme bénigne, d'autres une forme qualifiée de modérée, et enfin d'autres une forme sévère. Nous sommes donc bien en présence d'une variable qualitative qui possède trois catégories possibles, bénin, modéré ou sévère,
Mais vous remarquez une propriété supplémentaire qu'on peut y ajouter, ces trois catégories ne se rangent pas n'importe comment. Il existe un gradient, on peut classer ces catégories, une forme modérée est intermédiaire entre une forme bénigne et une forme sévère. Nous avons donc affaire à une variable qualitative particulière qu'on appelle ordinale, car les modalités se rangent dans un ordre logique selon une échelle de valeurs. Et je vous ai illustré ce concept par une gamme de notes de musique. Chaque note possède une qualité, un son particulier ordonné au sein de la gamme. Alors, examinons une nouvelle variable, la nationalité des individus de notre série. Alors, il s'agit là encore d'une variable qualitative. Il existe d'assez nombreuses modalités correspondant à chacun des pays d'origine. Alors, cette variable est bien là encore une variable qualitative, mais on ne peut pas en classer les modalités. Un Congolais n'est pas supérieur ou inférieur à un Ivoirien ou un Malien. On dit qu'il s'agit là d'une variable qualitative nominale ou catégorielle simple. Les modalités ne peuvent pas en être hiérarchisées. Alors je vous ai illustré le concept par ce petit logo où on ne peut pas classer les couleurs en fonction de l'impression qu'elles donnent. Abstraction faite bien entendu des longueurs d'onde. Voyons encore une troisième variable qualitative, le sexe. Alors, elle est nominale, on ne peut classer comme supérieur ou inférieur un homme ou une femme, malgré encore certaines réticences, mais on peut lui donner un qualificatif supplémentaire, car elle ne possède que deux modalités, M ou F. On peut donc aussi l'appeler variable binaire ou variable dichotomique, qui sont des cas particuliers des variables qualitatives nominales. Et je vous ai illustré ce concept de variable binaire par le petit symbole bien connu du yin et du yang. Alors, ces variables binaires sont certes des cas particuliers des variables nominales, mais elles sont très fréquemment utilisées en épidémiologie. La variable être malade, ne pas être malade, être vivant ou décédé, être un cas ou un témoin dans une enquête épidémiologique, être exposé à un risque ou non exposé, comme fumeur, non fumeur, être vacciné ou non vacciné, avoir consommé ou non un aliment, posséder ou non tel trait génétique. Ce type de variable est constamment utilisé en épidémiologie. Et on peut transformer une variable binaire en variable dite de Bernoulli, ou variable booléenne, lorsque les deux modalités de la variable prennent les valeurs 0 ou 1. On peut par exemple coder la variable binaire du statut vaccinal en 0 pour les non vaccinés et 1 pour les vaccinés. Et l'avantage est qu'on peut alors manipuler mathématiquement cette variable exactement comme une variable quantitative. On peut par exemple en calculer la moyenne, qui n'est autre que le pourcentage des sujets codés 1. Alors, ce type de variable est très utilisé en modélisation et dans les analyses de régression. Alors, je voudrais vous parler d'un dernier type de variables très utilisées mais qui sont un peu difficiles à classer et surtout à manipuler. Ce sont les variables liées au temps. Alors, elles sont de deux types. Les variables de type date, par exemple la date de naissance, jeudi 6 novembre 2014, ou de type horaire, par exemple heure de début des symptômes à 10h40. Alors, certains classent ces variables temporelles dans les variables quantitatives, car on peut les exploiter mathématiquement. On peut par exemple retrancher deux dates. Si on retranche les deux dates du jeudi 6 novembre 2014 et du samedi 15 février 2014, on obtient une durée de 264 jours. Or pourtant, ces deux dates étaient deux valeurs d'une variable qualitative ordinale, et leur soustraction aboutit à une durée exprimée en un nombre dont l'unité est le jour. Et si je retranche les deux horaires, 14h30 moins 10h20, j'obtiens une durée de 250 minutes, soit 4h10 minutes. Là encore, l'unité du résultat n'est pas de même nature que les deux horaires. Les calculs sur ces variables sont trop compliqués à effectuer manuellement et les logiciels sont indispensables. Alors, il faut prendre certaines précautions. Tout d'abord, les calculs sur des variables temporelles n'ont de sens que s'il s'agit d'une soustraction. On peut soustraire, comme on l'a vu, deux dates ou deux horaires pour obtenir une durée, mais leur addition serait absurde. Alors voyons comment calculer la durée écoulée entre ces deux dates du 15 février et du 6 novembre 2014. Pour effectuer des opérations sur des dates avec Excel, il faut d'abord formater les cellules en format date. Alors on peut choisir n'importe quel format, ce choix n'affecte que l'aspect de la présentation.
Alors, lorsqu'on utilise ce type de format, il faut savoir que Excel stocke en mémoire non pas le texte de la date, mais tout simplement le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. C'est une convention de Excel. À la dernière ligne, on a reformaté les cellules au format nombre et les deux valeurs qui apparaissent sont le nombre de jours écoulés depuis cette date initiale du 1er janvier 1900. Et donc, en effectuant la soustraction entre les cases de la cellule date 2 moins la cellule date 1, on obtient une durée de 264 jours, quel que soit le format choisi. Le principe est le même avec le type horaire. On formate les cellules avec le format heure, dont l'origine est fixée à 0 heure, 0 minute. Alors Excel propose plusieurs types de formats que vous observez ici. Les chiffres de la dernière ligne, reformatés en format nombre, représentent la fraction d'une journée de 24 heures. Le nombre 0,604 signifie que 14h30 représente 60,4% de la journée déjà écoulée. 10h20 représente 43,1% de la journée. Ainsi, quel que soit le format choisi, la cellule garde en mémoire ce nombre. Et donc l'opération de soustraction pour calculer une durée s'effectue aisément par soustraction de ces deux nombres cachés derrière chaque cellule, quel que soit son formatage. Le résultat ici, 4h10, est donné selon le même format heure et minute, mais maintenant il s'agit d'une durée. Le nombre de 0,173 signifie que cette durée de 4h10 représente 17,3% d'une période de 24 heures. Alors, je vous propose un petit exercice pour terminer. Voici un fichier de données concernant 10 dossiers correspondant à 10 individus avec 8 variables. Alors, les deux premières variables, le numéro et le prénom, sont des variables d'identification. Elles n'existent que pour identifier chaque dossier et ne font l'objet d'aucune statistique. Toutes les valeurs du numéro de dossier doivent bien sûr être différentes. La variable C, antécédent de rougeole, oui ou non, est une variable qui ne possède que deux modalités. C'est donc une variable qualitative binaire. La variable D, la date de naissance, donc variable temporelle de type date. La variable E, pression artérielle systolique, est exprimée en millimètres de mercure. Alors en théorie, elle peut prendre toutes les valeurs possibles, comprises bien sûr entre les deux extrêmes compatibles avec la vie. C'est donc une variable quantitative en principe continue. Cependant, vous remarquez que les valeurs sont arrondies à 5 ou à la dizaine. Et ceci est dû à l'imprécision de la mesure qui ne descend pas en dessous de 5 mm de mercure. Donc cette variable quantitative continue est en quelque sorte discrétisée en ne prenant que des valeurs qui vont de 5 en 5. Mais sur le principe, elle est continue. En revanche, la variable f, le nombre de dents, est une variable réellement discrète. On en possède un nombre entier, on ne compte pas les moitiés ou les quarts de dents. La variable g, l'état civil, est une variable qualitative qui comprend ici 4 modalités, célibataire, marié, veuve ou divorcé. On ne peut pas hiérarchiser ces modalités, il n'y en a pas une qui serait supérieure à l'autre, il s'agit donc d'une variable qualitative, nominale, catégorielle, à 4 classes. Enfin, la variable h, le niveau d'étude, est bien une variable qualitative à 3 modalités, primaire, secondaire et supérieure, qu'on peut bien sûr hiérarchiser dans cet ordre. C'est donc une variable qualitative ordinale. Voilà donc pour terminer un résumé de la typologie des différentes variables qu'on utilise en épidémiologie. Savoir les distinguer n'est pas simplement un exercice théorique, nous verrons plus tard que les façons de les présenter sous forme de tableaux et de graphiques, les façons de les résumer par des paramètres appropriés, puis de les comparer par des tests statistiques, dépend essentiellement de leur nature. Lorsqu'on analyse une variable, il est donc important de connaître son type. Je vous donne rendez-vous dans les deux vidéos intitulées « Présentation des données par des tableaux et par des graphiques ». À bientôt.